XXIe siècle, l'évolution du genre humain atteint un tournant décisif. La sélection naturelle, processus selon lequel les plus forts, les plus intelligents et les plus rapides se reproduisent en plus grand nombre, théorie qui a longtemps fait appel aux instincts les plus nobles de l'homme, céda peu à peu la place à de nouvelles icônes. À l'époque, les romans de science-fiction prophétisaient un futur plus civilisé où les terriens seraient de plus en plus intelligents. Mais plus le temps passait et plus la tendance semblait s'inverser pour aboutir à l'abrutissement de notre espèce. Comment en étions-nous arrivés là? L'évolution ne gratifie pas nécessairement l'intelligence. En l'absence de prédateurs au sein du troupeau, c'est la surproductivité de certaines classes qui fut récompensée. Aujourd'hui, elle se glisse jusqu'au plus intime de nous-mêmes. L'intelligence artificielle reproduit nos pensées. Elle pénètre au cœur de nos cellules pour décrypter notre code génétique. Pas un domaine qui lui échappe. Elle apprend déjà à conduire nos voitures. Elle pilote des robots qui travaillent plus dur que nous. Alors demain à ses côtés, quelle sera notre place? Les autorités peuvent connaître tous mes faits et gestes, tous mes déplacements grâce aux caméras. Je pense que nous sommes en train de vivre la situation décrite par George Orwell dans son roman 1984. Sauf que c'est une version 2.0 et même une version améliorée. Pour le moment, la population chinoise reste indifférente. Indifférence ou ignorance? De nombreux Chinois disent n'avoir jamais entendu parler de ce projet de surveillance totale inventé par leur gouvernement. La question qui se pose est celle-ci. Sommes-nous des trafiquants d'émotions fortes? Sommes-nous des courtiers en chair encore tiède? Ou bien avons-nous raison de vous montrer ce que vous n'auriez jamais dû ou pu voir? Avons-nous raison de penser qu'une civilisation se termine et qu'une autre commence? Les faits sont là. Il est certain que jamais les images n'ont eu autant d'importance qu'en ce moment. Autrefois, c'est vous qui faisiez les images, et maintenant, ce sont les images qui vous font. Les télévisions commerciales gratuites ne s'adressent plus à des citoyens, mais à des consommateurs. Le téléspectateur n'est plus qu'une cible marketing, une ménagère de moins de 50 ans ou un prescripteur d'achat. Pour capter son attention, tous les coups sont permis. Que célèbre-t-on le 11 novembre? La fête de la musique! L'armistice! Vous avez raison. Ah, j'ai raison! C'est bon, ça me saoule, en plus c'est la honte. Je sais très bien qu'il y a des fêtes dans l'année, voilà, les 11 juillet, les 14 novembre, les 4 novembre, mais je sais jamais à quoi ça correspond en fait. Dans ces émissions où on voit ces processus d'élimination de l'autre, de destruction de l'autre se mettre en œuvre, ce sont clairement des phénomènes de bouc émissariat, si je puis dire, de mise en œuvre d'une fonction de bouc émissaire. Le Moyen-Âge pour vous, c'est genre, je te dis, je suis au Moyen-Âge, c'est 1900 combien? Le Moyen-Âge,
C'est avant ou après Jésus-Christ? Moi, je dirais 1600. 600 1600 Et là, on peut se dire qu'on est arrivé à un point de l'histoire de l'humanité extrêmement inquiétant. Moi, je ne crois pas qu'il ait jamais existé une société qui prôna de cette manière-là l'exploitation des pulsions. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'ils vont me la mettre à l'envers. Attends, c'était lui! C'était lui, putain! Putain, mais c'était lui! Putain, fils de putain, la merde! Putain, mais fils de Cerveau et jeux vidéo. Le jeu vidéo peut-il être dangereux pour le cerveau? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Le cerveau, organe principal de notre système nerveux, stimule notre plaisir par l'intermédiaire d'un neurotransmetteur appelé dopamine. C'est l'aire tegmentale ventrale, une structure de notre système de récompense, qui libère en grande partie la dopamine afin de nous informer de la présence possible d'une sensation agréable. Le cerveau, voyez-vous, est un tourbillon de neurones communicants. Quand une partie commence, de nombreuses structures de notre système de récompense se retrouvent confrontées les unes aux autres. Prenons par exemple un jeu comme Walking Dead, où des réponses immédiates vous sont demandées. C'est l'amygdale, impliquée dans la reconnaissance et l'évaluation, qui réagira en stimulant votre aire tegmentale ventrale afin que celle-ci libère de la dopamine dans le noyau accumbens, aussi appelé noyau du plaisir. Cette stimulation réactive et gratifiante provoquée dans votre système vous donnera l'impression que le choix sélectionné était le meilleur. L'hippocampe, lui, stimulera notre familiarité en mémorisant des événements qui nous auront plu. Si l'on a accroché à une musique, par exemple, l'hippocampe générera une demande de dopamine qui nous poussera à revenir sur le jeu. Je crois que mon hippocampe est devenu complètement accro à cette musique. Mon noyau accumbens en est littéralement tombé amoureux. Il faudrait peut-être que j'en parle à mon aire tegmentale ventrale pour réguler tout ça. Je suis dépendant. Quand on consomme des substances illicites, le GABA, un neurotransmetteur ayant pour rôle de réguler les effets excitateurs, ne parvient plus à contenir la dopamine qui s'installe alors en nombre important dans le noyau accumbens. Au fil des consommations, la dopamine synthétise alors une protéine appelée dynorphine, protéine néfaste puisqu'elle freine la production de dopamine au niveau des zones synaptiques. La dynorphine atténue progressivement la récompense procurée par la consommation. L'excitation des premières prises devient alors plus difficile à atteindre, il faut augmenter les doses. À ce qu'il paraît, la télévision a souvent considéré le jeu vidéo comme une drogue dure. Vérifions tout cela. Lorsque ça fait 1 heure que vous jouez contre un monstre et que enfin vous arrivez à le battre, vous avez besoin qu'il éclate dans tous les sens. C'est là qu'est le piège. Éprouver le plaisir d'être enfin reconnu et puissant, n'exister que dans le virtuel, jusqu'à oublier de vivre la réalité. Une fois, enfin 2 fois même, je suis arrivé en retard au boulot parce que j'avais mis le réveil pour justement, en me disant mes troupes elles reviennent à 3h du matin. Du coup je mets le réveil à 3h du matin pour bouger mes troupes et après oublier de remettre le réveil pour aller au travail. C'est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. J'adore. D'accord. L'image du no-life violent et dangereux est encore largement répandue dans l'esprit médiatique. Il faut dire que certains joueurs n'ont pas contribué à la bonne réputation du monde vidéoludique. Adam Lanza, pour exemple, qui d'après les médias aurait joué à un school shooting avant sa triste intervention dans l'école maternelle de Newton. Breivik également, qui avant de perpétrer son carnage en Norvège se serait préparé mentalement une année entière en jouant à des jeux 17 heures par jour. Ou encore l'affaire Sean Woolley, un adolescent qui, atteint d'hyperactivité et d'un déficit d'attention, se serait isolé sur EverQuest jusqu'au suicide. Il est vrai que les consoles de la 7ème génération auront donné naissance à de nombreux FPS. De plus en plus réaliste et de plus en plus violent, le jeu vidéo peut pousser lesquels les plus sensibles à s'isoler du reste du monde. Le psychanalyste et psychiatre Serge Tisseron, auteur de Qui a peur des jeux vidéo, explique que l'addiction aux jeux vidéo est un phénomène rare qui concerne surtout les jeunes adultes. Quant à Michael Stora, psychanalyste et spécialiste des mondes numériques, il a pour idée que le jeu vidéo est un catharsis de la violence. Qu'une violence est interne au cerveau et qu'elle se nourrit d'un contexte socio-affectif particulier. La NRA, en revanche, elle, rejette entièrement la responsabilité de la violence sur les jeux vidéo. La NRA, oui. Vous savez, la puissante association qui a pour but de promouvoir les armes
aux États-Unis. Le vice-président de la NRA affirme d'ailleurs à ce propos: Et voici une autre vérité dérangeante que les médias font tout pour cacher. Il existe malheureusement dans ce pays une industrie sans cœur, corrompue et corruptrice, qui vend et diffuse de la violence contre d'autres personnes, à travers des jeux vidéo violents et vicieux. J'aime bien la démagogie. Mais je préfère la génétique. Elle apporte des réponses bien plus solides. Vous allez faire un tour en prison si vous continuez. Je déteste les gays. Jim Fallon, professeur en neurosciences, a prouvé en examinant le cerveau de tueurs en série et de meurtriers que leur cortex orbital était pour la plupart endommagé. Le cortex orbital fait partie du cortex préfrontal, un composant du système de récompense qui entre dans le processus des décisions et des fonctions exécutives. Cet endommagement à ce niveau du cerveau est dû au développement d'un gène de la violence, appelé MAOA, qui est lié au sexe et qui ne peut être hérité que de la mère. Cette transmission du gène est liée à un excès de sérotonine durant la croissance. La sérotonine est, comme la dopamine, un neurotransmetteur qui a pour rôle d'équilibrer et calmer le système. Le gène MAOA in utero peut rendre par la suite le cerveau insensible à la sérotonine. Le parcours, l'éducation, l'évolution, la génétique sont autant de données qui nous différencient. Nos cerveaux ne sont pas tous motivés par les mêmes passions, et heureusement d'ailleurs. Le jeu vidéo implique le spectateur, stimule son instinct de survie, le pousse à réagir. Qu'est-ce qui est le plus nocif pour nous? La passivité ou l'action face à l'écran? D'ailleurs, des études ont démontré que le jeu vidéo faisait progresser le cerveau humain. Pour preuve, ce petit schéma que je vous ai préparé. Ouais, vous pensez que j'ai fait ce schéma parce que je suis un gamer, hein? Qu'est-ce que vous pouvez être condescendant. Le Max Planck Institute for Human Development a dernièrement étudié les effets du jeu vidéo à long terme sur 46 personnes. Le premier groupe a joué 30 minutes par jour au jeu Super Mario 64 durant 2 mois, tandis que le second ne jouait pas. Au terme de ces 2 mois, l'hippocampe et le cortex préfrontal avaient augmenté de volume chez les joueurs. Chez les plus de 50 ans, une étude menée par Frédéric Wolinski démontre également que le jeu vidéo ralentirait le vieillissement du système cognitif. Selon les résultats observés sur plus de 600 personnes âgées de 50 à 65 ans, le jeu aurait permis une récupération de 3 années d'activité mentale. L'activité physique, comme l'activité mentale, nous alimente en oxygène et stimule nos neurones. Plus on s'entraîne dans une tâche, plus les connexions entre nos neurones se renforcent. Le cerveau, finalement, c'est un peu comme une pâte à modeler qu'il faut savoir équilibrer dans les bonnes formes. En gardant toujours à l'esprit qu'un cerveau équilibré, c'est un cerveau qui sait équilibrer les autres cerveaux. Et je suis pas en train de sous-entendre que je suis un cerveau équilibré, attention. Oui. Allô, bonjour. C'est quoi ton parcours sur WoW? Moi j'étais chez Millennium, je jouais un elfe paladin. Major Casus. Votre cortex préfrontal est-il endommagé par hasard? Votre cortex préfrontal. Générique. Que se passerait-il si tu te débarrassais de ton téléphone, de ta télévision et d'Internet pendant une journée? Je connais la réponse à cette question, grâce à mon jeûne de 24 heures au niveau du cerveau, de la dopamine. Cela a vraiment changé ma vision de la vie, mais il vaut mieux commencer mon histoire dès le début. D'aussi loin que je me souvienne, la télévision, les jeux vidéo, les réseaux sociaux et Internet ont été mes principaux moyens de me détendre après de longues et dures journées au travail. Mais un jour, j'ai retrouvé un de mes meilleurs amis pour le dîner, et tout a changé. Nous étions en train de rattraper le temps perdu et de partager des nouvelles récentes lorsqu'il a dit qu'il avait fait un jeûne de 24 heures sans dopamine il y a une semaine, et que c'était l'une des meilleures décisions qu'il ait jamais prises. Mais en parlant de son expérience, une seule pensée m'a traversé l'esprit. Il est fou! Passer une journée sans téléphone, télévision, ordinateur, internet et même sans musique? Impossible! Une semaine s'est écoulée et je n'arrivais toujours pas à penser à autre chose que cette expérience qu'il avait faite. Est-ce que j'étais vraiment accro à toutes ces distractions modernes? Pourrais-je relever ce défi? Et de quoi s'agissait-il? Naturellement, je suis allée sur Internet pour trouver toutes les réponses à mes questions. Chaque fois que nous mangeons un délicieux hamburger, que nous jouons à notre jeu vidéo préféré ou que nous faisons défiler les posts Instagram, notre cerveau reçoit une quantité impressionnante de l'hormone appelée dopamine. Cette hormone te procure une sensation d'euphorie satisfaisante qui te rend heureux et satisfait. Donc, céder à ton désir de passer des heures sur YouTube ou Tumblr peut être bon pour toi, non? Pas si vite.
Lorsque ton cerveau reçoit la première dose de dopamine, il en veut plus et t'encourage à répéter cette activité encore et encore. Par conséquent, tu deviens accro à tout ce qui te donne de la dopamine au cerveau, ce qui rend la vie plus difficile dans le monde réel. Pour améliorer ta santé mentale et aider ton cerveau à faire une petite pause, les spécialistes te suggèrent de faire un jeûne de 24 heures de dopamine au moins une fois tous les 3 mois. Au moins, allez, on va dire... en fait, je sais pas du tout. Je sais pas. Je réfléchis, je me dis, le séminaire. Il a tout compris. Festival, qui peut te battre?